À la une ce soir, troisième jour d'angoisse pour la famille de Glénis Béroir. Les recherches entamées depuis mardi soir sur la place de Lens-Madame à Chelcher n'ont toujours rien donné. La mère de famille devait fêter ses 64 ans aujourd'hui. Un Martiniquais sur 10 concerné par une addiction. Les chiffres ont été révélés aujourd'hui lors de la 21e édition des Journées Antilles-Guyane et Océan Indien d'addictologie. Le colloque devrait permettre de trouver des accompagnements adaptés. Le problème de la vulnérabilité des familles monoparentales pris à bras le corps par la caisse d'allocation familiale. Une rencontre autour des parents en difficulté était organisée aujourd'hui au Robert pour présenter toutes les règles relatives à la pension alimentaire. Enfin, Franck Robin, le préfet de la Martinique, est notre invité du soir. Et il nous parlera entre autres des assises des Outre-mer organisées sur notre territoire. Et puis nous ferons également le point sur ces premiers mois de fonction chez nous. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 3 jours que la famille de Glénis Béroir vit dans l'inquiétude. La mère de famille n'a plus donné signe de vie depuis mardi dernier alors qu'elle était partie nager comme chaque jour à la plage de Lens-Madame à Chelcher. Les recherches se sont poursuivies aujourd'hui, jour de son anniversaire, mais n'ont toujours rien donné. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Comme chaque après-midi depuis 40 ans, vers 16h mardi, Glénis, qui vit dans cette maison sur la plage, sort prendre un bain de mer. Habituée à faire de petites distances, elle ne s'éloigne jamais du bord. Mais après plus d'une heure d'absence, son mari Alain s'inquiète de ne pas la voir rentrer. Juste par réflexe, je suis allé sur la plage, voir si je la repérais, je vois si elle était là et tout. Donc effectivement, il me semblait avoir vu quelqu'un comme elle, puisqu'on voit juste la tête et la casquette et, donc, et tout. Je me suis dit, tiens, mais ça doit être elle. Je suis rentré à la maison à nouveau, mais au bout de 17h30, je trouvais ça anormal parce qu'elle ne restait pas jamais aussi longtemps. Donc je suis retourné à ce moment, j'ai approfondi mon regard et mon écoute. Donc j'ai essayé de voir je voyais et tout, et j'ai fait 2 ou 3 fois à la plage, et finalement c'est à ce moment que j'ai dit, bon, il y a un truc qui ne va pas, et on a signalé ça tout de suite aux pompiers. Famille, amis et voisins débutent alors les battues sans relâche en parallèle des recherches des gendarmes. Triste hasard du calendrier, Glénis aurait dû fêter ses 64 ans aujourd'hui. Son mari tente de tenir le coup, mais imagine les pires scénarios. On avait prévu de passer une journée à 2. Et c'est long. Voilà. On ne veut pas avoir de doute, mais finalement, on se pose beaucoup de questions, soit un malaise, etc. Et puis, bon, on ne peut rien faire. Une supposition de suicide, autre, etc. Tout ça, il n'en est pas question parce que même à cause des enfants, elle ne serait pas retournée en Angleterre vivre parce qu'elle veut rester près de ses enfants et sa petite fille. À la retraite, Glénis, d'origine britannique, donnait auparavant des cours d'anglais. Elle enseignait notamment aux enfants de son voisin, Guy, président du cercle nautique, qui la croisait tous les jours. Le soir même de la disparition, il a été le premier à tenter de la retrouver en mer. On a mis un Zodiac à l'eau, on est resté pendant 3 heures à chercher. On n'a pas trouvé. Ça ne m'étonne pas parce que c'est quand même assez profond. On est sur la côte Caraïbe et le courant et le vent portent au large. Donc maintenant, plus c'est au large, plus c'est difficile. Je l'ai vu ce jour-là, l'après-midi, sur la plage, à parler avec quelqu'un, avec du monde qui était là. Mais après, j'ai pas, comme nous, ce jour-là, on n'avait pas école de voile, on n'avait pas d'activité ce jour-là. Donc on n'a pas porté forcément attention à ce qu'il y avait sur l'eau. Les recherches se poursuivent. Ce matin, une équipe de plongeurs de la gendarmerie du Marin a ratissé la zone, ainsi qu'un hélicoptère. Mais 48 heures après sa disparition, Glénis reste introuvable. Et puis, en bref, les recherches de Clotaire Linor sont également toujours infructueuses. L'octogénaire n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier après avoir été aperçu pour la dernière fois en fin de matinée au quartier Bois d'Inde au Gros-Morne. La 21e édition des Journées Antilles-Guyane et Océan Indien d'addictologie a commencé aujourd'hui. Il s'agit d'un congrès qui rassemble les professionnels et associations du secteur. L'objectif de ce colloque est d'apporter des pistes d'accompagnement aux patients qui souvent refusent de reconnaître leur dépendance. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Selon les spécialistes, une personne sur 10 en Martinique est sujette à une addiction. L'une des plus répandues, l'alcool, et le fléau n'épargne pas la gente féminine. Parmi elles, les femmes enceintes. Les conséquences sont terribles pour l'évolution de la grossesse. En France, ça concerne au minimum 8000 bébés chaque année. 8000 bébés, ça veut dire un bébé par heure qui naît avec un cerveau qui a été abîmé par l'alcool, parce que vous savez, l'alcool est le produit le plus tératogène, ça provoque des malformations, surtout
au niveau du cerveau du bébé avec des répercussions la vie durant. Le plus souvent, l'addiction comble un manque criant dans la vie d'un individu. Drogue, tabac, mais aussi des pathologies plus modernes, dépendance au travail, au sport et à Internet. On a quand même beaucoup l'impression que c'est un catalyseur d'addictions qui sont déjà présentes et que finalement les addictions qu'on trouve sur Internet, on les trouve également hors Internet. La question se pose surtout de savoir s'il existe également une addiction aux réseaux sociaux, parce que c'est aussi beaucoup de ça que ça parle, en sachant que peut-être l'addiction aux réseaux sociaux serait un espèce de pendant d'une dépendance affective, pourquoi pas. En matière de tabac, la Martinique fait figure de bon élève par rapport à la moyenne nationale. Ici, le tabagisme quotidien concerne 21% des hommes et 11% des femmes, contre respectivement 33% et 25% dans l'Hexagone. Des chiffres encourageants dans cette catégorie, mais il reste tant à faire sur d'autres plans. Ces efforts sont insuffisants et au regard de l'ampleur du phénomène et des problèmes de santé qui nécessitent des équipes spécialisées, des compétences, des personnes qui ont l'expérience clinique de ces symptômes et de ces maladies, soient davantage pris en compte, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres possibilités, d'autres moyens qui nous soient donnés pour agir plus efficacement. S'il est difficile de dresser le portrait d'une personne dépendante, toute addiction confondue, les catégories sociales les plus modestes restent les plus exposées selon les experts. En Martinique, il existe environ 40 structures d'accueil pour la prise en charge des addictions. Et parmi ceux qui sont les plus susceptibles de souffrir d'addiction figurent les personnes en pleine séparation. Justement, aujourd'hui, le quotidien des parents après la séparation était au cœur d'une rencontre organisée au Robert par la CAF. Une vingtaine de familles a pu s'entretenir avec des psychologues, juristes et travailleurs sociaux pour discuter des règles de la pension alimentaire. 41% des familles martiniquaises sont monoparentales et la lutte contre les impayés de la pension alimentaire est une priorité pour la CAF pour remédier justement aux situations de précarité. Voyez ce reportage de Louis Sabas. Selon une étude nationale, 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées ou alors de façon irrégulière, ce qui paupérise les parents qui s'occupent des enfants. Il arrive aussi que la pension versée soit insuffisante. Pour éviter que ces familles monoparentales se retrouvent en situation de précarité, la CAF a mis en place la JIPA. Le nouveau dispositif qui s'appelle JIPA, garantie des impayés de pension alimentaire, il va à la fois permettre une garantie de la pension alimentaire, c'est-à-dire que même si le parent paye une pension alimentaire, nous avons un montant par enfant et par mois qui est proposé aux parents et la caisse d'allocation familiale va venir compléter le montant qui est versé par le parent jusqu'à ce montant garanti. Le dispositif contient de nombreuses mesures destinées à garantir le versement des pensions alimentaires. Parmi elles, l'allocation de soutien familial complémentaire. Par exemple, si un parent devait toucher 80 € du montant de la pension alimentaire et n'a pas pu recevoir cette somme, il peut se diriger au niveau de la CAF et la CAF pourra donner la différence entre les 80 € et les 109 €, puisque l'ASFC c'est 109 €, donc on fera la différence entre les 80 € et les 109 € et la CAF pourra aider ce parent à récupérer cette pension alimentaire. Mais effectivement, le parent aussi peut passer par l'huissier et l'huissier mettra tous les moyens en œuvre pour récupérer cette pension alimentaire qui est une obligation du parent qui a été condamné à payer cette pension alimentaire. Le nombre de familles en situation de séparation est en croissance en Martinique. Pour les soutenir, elles peuvent compter sur les travailleurs sociaux de la CAF. Les travailleurs sociaux ont pour mission d'intervenir sur plus les questions d'accompagnement social, l'offre parents après la séparation sur le volet accompagnement social des familles. À savoir que les travailleurs sociaux ont pour mission donc, de contacter les familles qui sont en situation de séparation, de divorce et qui rencontrent des difficultés avec l'autre parent ou dans la gestion du quotidien, y compris aussi sur les questions d'accès aux droits. Ces quelques mesures, parmi d'autres, ont pour objectif principal la protection et la lutte contre la paupérisation des enfants. Ces derniers se retrouvent trop souvent au cœur de conflits de séparation, non sans conséquences sur leur équilibre. Souvent, ils sont pris dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'il observe que ses parents se séparent et il va se demander si lui doit faire un choix. Est-ce que je dois choisir ma mère? Est-ce que je dois choisir mon père? Et donc, il va essayer de faire plaisir à l'un, plaisir à l'autre. Et si on le place dans une situation inconfortable, il va essayer de le faire et de l'exprimer comme il peut. S'il est très jeune, peut-être qu'il va perdre l'appétit, il va moins dormir, il va devenir agressif.
il va développer un sentiment de culpabilité qui va impacter sa confiance en soi. Psychologues, médiateurs familiaux, travailleurs sociaux ou juristes, la CAF et ses partenaires veulent informer les familles martiniquaises sur la problématique des pensions alimentaires et la protection des familles et des enfants. Les rencontres sont gratuites, 12 sont programmées sur le territoire, chaque mardi et jeudi. Les prochaines devraient se dérouler à Schellcher et Saint-Pierre. Place maintenant à notre invité du soir qui est le préfet de la Martinique. Franck Robin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, le coup d'envoi des assises des Outre-mer a été lancé ce week-end par le Premier ministre. Alors, quel sera déjà votre rôle dans l'organisation des ateliers ? Eh bien, écoutez, j'ai justement proposé ces ateliers, j'en ai discuté avec les différents responsables et nous devons maintenant les faire vivre, s'assurer que tout le monde puisse participer et puis bien sûr que ces ateliers débouchent sur des projets concrets. Alors, avant de poursuivre, nous avons interrogé les Martiniquais pour savoir ce qu'ils en pensent de ces assises. Regardez. Les assises de l'outre-mer, ce sera peut-être une grande messe de plus. On en a vu dans le département pour les DOM et malheureusement on en est au même point. Donc je pense que ce sera une grande messe de plus. Ça va peut-être certainement rien nous apporter. Mais je reste optimiste quand même en espérant que ça nous apporte quelque chose. Alors là, ça c'est question de politique ça. Exact. Je ne les fais pas confiance. On pourra avoir beaucoup d'avis, beaucoup de, je ne sais pas comment je vais dire ça, ce sera très éclectique. Moi je pense que c'est très bien, c'est favorable, ça. Cette intention est très favorable. Peut-être que les choses sont déjà ficelées et qu'on utilise une procédure pour, comment je pourrais dire, valider, crédibiliser. Mais on peut toujours espérer. Alors, que pensez-vous de ces personnes qui pensent que ça ne sert finalement à rien ? Quelle est votre réponse ? À quoi ça sert ? Je pense qu'il n'y en a qu'une qui a dit que ça pensait à rien. Non, je crois que les assises, c'est une vraie chance pour les Martiniquais et les Martiniquaises. C'est ce qui d'ailleurs a été voulu, que le plus grand nombre possible de la population puisse participer aux assises sur le site internet et puis surtout que des projets concrets puissent être proposés par les Martiniquais et les Martiniquaises sur une durée assez courte, 4 à 5 ans, de manière à ce que chacun puisse voir que les choses avancent ici en Martinique. Et sur quels critères sont basés les projets qui seront retenus ? Alors, une partie des projets seront soumis à la consultation citoyenne. Ce sont les projets plus mesurés, plus petits. C'est sur les assises, donc sur le site internet Assises des Outre-mer. Et puis, les projets un peu plus institutionnels, un peu plus lourds, ceux pour le développement économique, pour la formation, pour l'emploi, se seront portés par des acteurs institutionnels. Et il est important de travailler en atelier, de voir ceux qui ont le plus grand impact. Et puis, de toute façon, nous nous tournerons à nouveau vers la population pour les valider. Et on a déjà un regard sur l'engouement que suscitent ces assises par rapport au site internet, par exemple ? Alors, ça vient de démarrer, puisque vous l'avez dit, le Premier ministre vient de lancer les assises ce samedi. Moi, je formule un vœu, en tout cas, c'est que les Martiniquais et les Martiniquaises soient le plus grand nombre possible. Et même, j'allais dire, je formule un rêve, ce serait que nous soyons les plus nombreux à répondre dans les Outre-mer. Je crois que plus nous répondrons nombreux, au plus les projets martiniquais seront pris au sérieux. Alors, parlons maintenant des cas de violence sur les policiers. Autre actualité, les forces de l'ordre parlent aujourd'hui d'une banalisation de la violence à leur encontre. Avez-vous l'intention de mettre en place des mesures spécifiques pour y remédier ? Alors d'abord, vous avez raison, et les forces de l'ordre aussi, c'est absolument inacceptable. D'ailleurs, je rappelle aux voyous que les agressions contre les forces de l'ordre sont des circonstances aggravantes. Donc les réponses, et notamment les réponses judiciaires, seront à la fois rapides et importantes, et j'en ai parlé aujourd'hui même avec le procureur de la République. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut constater qu'il y a au plan national et en Martinique aussi une aggravation des agressions contre les forces de l'ordre et même une certaine violence qui est accrue. Moi je le dis, nous ne céderons rien parce que la présence des forces de l'ordre sur le terrain, c'est la protection des Martiniquais et des Martiniquaises et c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement déterminés sur cette question-là. Autre phénomène alarmant, les cas de suicide qui se multiplient à la prison de Ducos. Le contrôleur général des lieux privatifs de liberté a dénoncé lors de sa visite en Martinique en octobre dernier une situation, je cite, de non-droit. En tant que représentant de l'État, est-ce que ça fait partie des dossiers que vous faites remonter ? Oui, non, ça fait même partie des dossiers que je traite directement. C'est une situation extrêmement préoccupante, inouïe, puisque nous en sommes effectivement
3 suicides et une tentative. Il faut y répondre. J'ai convoqué hier, et nous en avons parlé, le directeur de la prison pour voir quelles mesures pourraient être mises en place. Nous avons écrit avec le procureur de la République aujourd'hui même au directeur de la prison pour lui demander des informations précises sur ce qui s'était passé, des propositions d'action également. Il y a manifestement des choses à faire en termes d'activité des détenus. Il y a peu de place en ce qu'on appelle les ateliers de travail. Il faut aussi développer les loisirs, la formation professionnelle. Et quels sont les pouvoirs que vous avez pour y remédier? Alors je préside, avec le procureur de la République et le premier président de la Cour d'appel, je préside le conseil de surveillance de la prison et nous avons décidé de le réunir en urgence. Il se réunira le 24 novembre prochain pour débattre des mesures à mettre en œuvre au sein de la prison. C'est une situation qui est extrêmement préoccupante et que nous prenons très au sérieux. Dernière question, cela va bientôt faire 4 mois que vous êtes en mission chez nous. Alors, entre ouragans et mouvements sociaux, quel est votre bilan déjà? Écoutez, moi je garde un bilan extrêmement positif. Je dis souvent que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé au moment du Tour des Yoles en Martinique. Ça m'a beaucoup marqué. Et vous avez une arrivée assez mouvementée voilà, quand même. Et depuis, c'est vrai qu'il y a eu d'autres événements moins heureux que le Tour des Yoles. Moi, ce que j'en garde, c'est l'énergie, la vitalité qui sont présentes dans l'île, auprès des Martiniquais et des Martiniquaises. Et c'est pour ça que je suis assez optimiste sur les assises des Outre-mer, parce que je pense qu'il y a ici de la vitalité, il y a ici des projets à porter, et on peut faire de très belles choses en Martinique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons à parler des projets pour l'outre-mer. Le projet de loi du budget 2018 présenté par la ministre Annick Girardin a été adopté aujourd'hui par une grande partie de la majorité des élus qui viennent de la République en marche. Alors les députés ultramarins en revanche ont pour la plupart voté contre le texte de loi. Ils ont dénoncé un budget jugé à la baisse, notamment concernant les aides au logement, les contrats aidés, mais aussi l'enveloppe allouée à l'ADOM. Voyez les explications de Solène Boissé et de Tafari Tyrolien. C'est avec une certaine frustration qu'une majorité d'élus ultramarins a vu ce projet de loi validé. Avant que les députés de la majorité présidentielle ne participent au vote, quelques amendements ont même été rejetés, comme le fonds d'urgence pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy à hauteur de 10 millions d'euros, jugé insuffisant. On n'a pas fait des choix politiques de réduire l'amélioration de l'habitat avec cette ampleur. Cela veut dire que les personnes qui bénéficiaient d'aide de l'État pour restaurer leur maison, dans un contexte de cyclone ou d'ouragan, c'est pas bien. L'urgence implique une solidarité sans faille de l'État. Je ne doute pas de la volonté de l'État, mais derrière une volonté, il y a des actions à mettre en œuvre. Je ne vois pas les actions. Au-delà d'un manque de solidarité nationale, la majorité des députés ultramarins dénoncent des coupes budgétaires sur des aspects socio-économiques clés dans leurs territoires respectifs. La politique du logement va subir des coupes sombres. La politique de formation professionnelle en mobilité, la politique d'insertion sociale, les aides aux entreprises. C'est l'éducation, c'est les contrats aidés dont on connaît leur implication, notamment au sein de nos associations, au sein des établissements scolaires. Donc ce sont des situations où on a le sentiment en permanence de se faire malmener, de se faire rouler dans la farine. Si ces 3 députés ont voté contre, d'autres sont plus mitigés. Le Guadeloupéen Max Mathiazin a accordé sa confiance au gouvernement avec quelques réserves. Nouveau gouvernement, nouveau budget avec la promesse d'assises pour les Outre-mer, avec la promesse d'un plan d'investissement pour les Outre-mer. Je crois qu'il faut laisser la place au travail, à la réflexion, mais nous sommes très vigilants et nous attendons que les propositions du gouvernement soient réellement appliquées sur place. Sur les 10 députés antillais-guyanais, seuls 3 se sont prononcés en faveur de la proposition de budget. Le vote final de la loi de finances 2018 dans sa globalité est attendu pour le 21 novembre prochain. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de l'impact économique du centre spatial pour la Guyane. Une étude publiée par l'INSEE aujourd'hui a révélé qu'1 euro investi rapportait 23 centimes aux sous-traitants guyanais. Nous parlerons également culture avec l'artiste graffeur John Wan qui expose en ce moment à la Fondation Clément. Nous vous présenterons en avant-première ses œuvres baptisées l'Empire des signatures. Et puis Hubert Bornil vous fera vivre les dernières répétitions de José Versol qui se prépare pour une série de 3 concerts qui commencera demain soir au Tropique Atrium.
Je vous le disais, parlons économie et partons tout de suite en Guyane. Une étude publiée par l'INSEE aujourd'hui a démontré qu'1 euro investi au centre spatial rapportait 23 centimes aux sous-traitants guyanais. Les chiffres sont très importants pour le territoire puisque 4500 personnes sont concernées et que le centre génère 15% de la richesse de Guyane. Voyez les précisions de Pierre Tréfou. Avec la mise en place du prochain programme Ariane 6, l'activité spatiale est à un tournant de son histoire. Aujourd'hui, l'INSEE publie un rapport sur l'impact du spatial sur l'économie guyanaise. Cette filière génère 15% de la richesse créée en Guyane et emploie plus de 4600 personnes. Le poids dans l'emploi privé du secteur de la filière spatiale est important et c'est quand même un secteur qui est dynamique depuis quelques années puisque le nombre de lancements est stable depuis... Là, l'étude elle est portée sur 2014, hein. La collecte a été faite sur les données 2014, mais après on a vu qu'en 2015, 2016 et même en 2017, l'activité spatiale s'est quand même maintenue à un niveau élevé, donc on peut considérer que ce qui a été observé en 2014 se maintient actuellement. Plus de 50% de l'impact du spatial concerne la chaîne de sous-traitance, hors CSG. C'est un emploi salarié sur 6 et 280 millions d'euros de rémunération. Pour le CNES, il était important d'évaluer l'impact du spatial sur l'économie guyanaise. L'INSEE a publié un rapport qui est, je trouve, de très grande qualité et qui donne les vraies valeurs de l'impact du spatial en Guyane. Ma seule frustration, c'est que ces chiffres sont un peu anciens, pour des raisons de méthodologie extrêmement sérieuses. Et donc mon envie maintenant, c'est de recommencer pour que ces chiffres soient régulièrement mis à jour. Satisfait des résultats publiés par l'INSEE, le CNES envisage une nouvelle étude pour les prochaines années. Partons en Guadeloupe maintenant, où un comité de suivi régional des fonds européens a visité plusieurs sites aujourd'hui pour se rendre compte du bon usage des aides accordées. En vue d'une séance plénière prévue demain, les membres se sont rendus dans une association de la commune Vieux Habitants qui a bénéficié de fonds européens pour financer des chantiers d'insertion par la menuiserie traditionnelle. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Ces personnes participent à un chantier d'insertion sociale et professionnelle, un projet en menuiserie traditionnelle porté par l'association Verte Vallée qui s'inscrit dans une démarche innovante, appréciée par la Commission des fonds européens. Après 23 ans d'existence, Verte Vallée peine à mettre en place ces projets. Cette visite était importante pour nous, de montrer un peu ce que nous faisons à travers les différents chantiers que nous mettons en place, mais aussi de parler avec nos partenaires des difficultés que nous rencontrons sur la partie financement. On utilise du FSE et le FSE, il faut pratiquement préfinancer. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une association en Guadeloupe qui a la capacité de pouvoir faire des préfinancements sur les projets. C'est difficile pour nous, on se bat tous les jours, on essaie de voir avec la banque, avec nos partenaires, mais c'est compliqué. La région est autorité de gestion des fonds européens. Le département porte les projets FSE Insertion comme ceux de Verte Vallée. Le problème pour ce genre de porteurs de projets, comme toute autre association d'insertion, c'est le préfinancement. Donc nous avons voulu justement aller sur le terrain aujourd'hui pour pouvoir montrer aux autres comment justement ces différentes structures rencontrent certes des difficultés mais utilisent des fonds. Nous avons comme compétence le développement économique, la formation professionnelle, le développement touristique. Donc notre objectif, nous, c'est de pouvoir accompagner ces structures-là. Donc maintenant, on les a écoutées et nous sommes à leur disposition pour les accompagner. Je prends note des difficultés que les autorités locales ont en ce qui concerne les préfinancements. Nous savons que c'est un problème qui existe partout. Nous réfléchissons en ce moment sur le futur de la politique de cohésion. Nous sommes quasi garantis, c'est quasi garanti que les DOM vont pouvoir continuer de bénéficier de ces fonds, mais nous voudrions aussi simplifier et flexibiliser davantage la façon dont les fonds sont mis en œuvre. Verte Vallée est le deuxième plus gros employeur après la mairie à Vieux Habitants. Il ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour préfinancer comme l'exige le FSE et leurs activités commerciales ne couvrent pas les différents financements. Ils ont des idées, reste à les accompagner pour que perdure la cohésion sociale dans cette région.
De retour en Martinique et parlons art maintenant. L'artiste peintre et graffeur new-yorkais John Wan expose ses toiles en ce moment à la Fondation Clément François, baptisée l'Empire. Les signatures des œuvres sur fond de street art vous plongent dans l'univers de l'artiste. Le vernissage a lieu en ce moment même. Alizé Lutran et Guy Raphaël vous proposent une visite guidée. Regardez. Je vous emmène à la découverte de l'univers de John Wan, de son vrai nom John Perello. C'est à 17 ans dans les quartiers d'Harlem qu'il débute le graffiti. Ses terrains de jeu favoris, la rue évidemment, mais aussi les métros et les trains. Des supports variés, parfois incongrus, tout comme sa manière de peindre. Je croque la vie, je la crache sur la toile. Parce qu'il y a des gens qui ont des toiles chez eux de moi. Ils disent « Hey John, quand je vois tes toiles, ça me donne la pêche !» Cette exposition, c'est mon écriture. C'est ça qui me suit depuis longtemps. C'est cette écriture, cette répétition, ce punissement. Parce que des fois, c'est comme si je porte une croix. Cette histoire que je porte depuis des années, cette continuation. C'est dans les années 90 que John Wan se fait véritablement un nom dans le milieu artistique. Il expose alors à travers le monde, de Tokyo à New York. L'exposition d'aujourd'hui est en quelque sorte la rétrospective de 30 ans de carrière. Nous travaillons depuis 6 mois sur ces différents parcours de cette œuvre de John Wan. Nous avons fait un choix très très serré sur les œuvres qui n'ont même quelquefois jamais été exposées ou seulement dans des lieux assez prestigieux, mais pas plus largement que ça. L'artiste n'en est pas à sa première collaboration avec l'Habitation Clément. Il avait eu carte blanche pour réhabiller les bouteilles de rhum. Le public pourra découvrir ses œuvres à partir de demain, et ce, jusqu'au 1er janvier prochain. Allez, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence en musique avec José Versol qui sera sur la scène de l'Atrium à partir de demain soir. De nombreux invités seront à ses côtés sur des airs de mazurka. Hubert Bornil et Michelet François ont assisté aux dernières répétitions. Regardez. Ultime répétition avant la grosse scène de José Versol, le voyage autour de la mazurka durant 3 jours. Alors José Versol qui retrouve la scène après 6 ans de Parfum d'amour, et là il sera question de mazurka. Chacun a gardé à l'esprit ce titre de l'artiste Gomornais. Akizé a été sans doute l'un de ses plus gros succès. José Versol renoue cette année avec la scène en rendant une sorte d'hommage à la mazurka. C'est un voyage, donc au cours de ce voyage, je vais rencontrer pas mal d'artistes d'horizons et d'univers totalement différents. Donc, dans ce voyage, je ne vois pas que la mazurka, donc la musique internationale, le compas, on va rencontrer le zouk, la musique traditionnelle, et aussi plein d'autres choses, également le rire. Donc c'est une véritable fresque créole. Je dirais même c'est un choc de civilisation, l'Europe, l'Afrique, qui se rencontrent en Martinique, dans les plantations, et qui donne naissance à notre belle mazurka créole bien pimentée. Pour l'occasion, en plus des musiciens qui l'accompagnent, quelques invités de prestige, Maud Mas, le chanteur lead des Mécènes, ou encore William Saint-Val, autre grande pointure. Grab your coat and get your hat, leave your worry on the doorstep. De retrouver les planches de l'Atrium avec José,
qui est un artiste qui, je le répète souvent dans mes interviews, qui a du fond et de la forme. Ça me fait très plaisir parce que je pense que les spectacles ont besoin d'avoir du sens et il fait des spectacles qui ont du sens. Donc Voyage autour de la Mazorca, il y a un côté historique, donc ça fait appel à la mémoire. Personne pas connaître la vie moi. Ni en l'eau comme moi, car dans l'homme. Faut pas non plus le nier, c'est que José a quand même écrit 4 titres qui ont fait un tabac pas possible en Guyane, qui jusqu'à aujourd'hui fait partie de notre répertoire. Voilà, donc si c'est la Mazorca, mais agrémenté par un rythme spécifique guyanais qu'on appelle le piquejou. Voyage au cœur de la Mazioca avec José Versol et tous ses musiciens invités. Ça sera durant 3 jours, 20h les 2 premiers jours et 17h le 12. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré à Cocotte-du-Cos. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kidman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.